Voilà, comme je vous le disais, nous avons un deuxième invité et VIP. On va quitter, on va quitter, on va quitter d'un journaliste en difficulté à un autre monsieur, un politicien en difficulté. Voilà. Donc, on va rejoindre le monsieur communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il s'agit de monsieur Joachim Baba Milimono. Il est le directeur de la communication de l'UFDG, et bien l'un des plus grands partis politiques de la République de Guinée qui est avec nous d'ailleurs et qui a beaucoup patienté et qui nous a suivis. Et sans transition, je dis merci à monsieur Baba. Bienvenue dans cette émission. Merci et bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. Voilà. Et peut-être avant de me tourner vers mes confrères, et si je disais que Joachim Baba Milimono, si je vous demandais, je disais non, je ne vous demande pas le moral, parce qu'en vous demandant comment va votre moral, vous allez vous sentir un peu, je me suis moqué de vous, vous, IFDG, parce que vous êtes trop en difficulté. Vous êtes d'accord avec moi? Croyez-moi Le que moral. ça ne va pas être le cas. Je suis un vaillant guerrier et j'appartiens à une famille de guerriers et de guerrières. L'UFDG est un parti qui est connu pour sa combativité et nos militants sont connus pour leur bravoure, leur capacité de résilience, mais aussi leur détermination à conserver, n'est-ce pas, les acquis démocratiques et à affranchir la Guinée de la corruption et de tous les tares qui entravent notre amorce vers le développement et la démocratie réelle. Par conséquent, rassurez-vous que j'ai le moral au beau fixe. Bien, le bras fixe, c'est Joachim Baba Milimono qui le dit. Encore une fois, je rappelle qu'il est le directeur de la communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Nous sommes à République de Guinée. Sekou Keita, allez-y pour la première question. Voilà. Difficulté. Voilà, je vais me tourner vers Ibrahim Sori Lincoln Souma, eh bien, l'homme de Bagataï. Lincoln, Joachim, bienvenue. Avant de prendre, je crois que le plan, la question actualité oblige, c'est le procès le 28 septembre. Votre réaction par rapport au verdict? Bon, écoutez, il y a un sentiment partagé entre satisfaction de la tenue de ce procès et attente trahie, ou en tout cas par rapport au verdict. Parce que, croyez-moi, je ne suis pas totalement satisfait pour ma part. Je suis certes satisfait pour les victimes. Pour les victimes, le fait de faire tenir ce procès, c'est au moins un début de réparation. Ça soulage moralement. Mais en termes de distribution des peines, est-ce que il y a une satisfaction quant à l'attente réelle? Mais l'objectif du procès est-il de condamner ou l'objectif est de dissuader les gouvernants actuels et ceux d'avenir avis tous les citoyens une inquiétude dans une république, dans un espace gouverné, dans un espace que les individus ont en commun. Et c'est pour cela que les autorités doivent œuvrer à tout point de vue à ce que ce type d'événements qui ont occasionné les massacres du 28 septembre ne se reproduisent pas. Alors, pour ma part, la tenue du procès fut une bonne chose, qu'on en finisse avec ces audiences qui nous ont tenus en haleine pendant de nombreux mois, c'est une très bonne chose. Mais je ne suis pas totalement satisfait quant au verdict. Mais que voulez-vous? C'est un tribunal spécial criminel qui a rendu un verdict auquel nous ne pouvons ni nous opposer, ni dénoncer. Nous ne pouvons que l'accepter tel. Et cela dit, je m'en tiens voilà, au verdict, à la décision qui a été prise.
et les peines telles qu'elles ont été distribuées, même si je n'en suis pas du tout satisfait, mais voilà, on s'en tient. Bien, on s'en tient. Sekou Keita. Alors, moi, je vais plutôt m'intéresser à l'autre sujet d'actualité. Déjà, bonsoir, mon cher ami. Cette question, c'est par rapport à votre ami. C'est pas votre ami qui ne veut pas, enfin, qui n'est pas adversaire, qui n'est pas ami, qui est membre du gouvernement, mais qui est aussi membre de l'UFDG ou qui réclame sa paternité ou son appartenance à l'UFDG. Vous avez vu le tribunal de première instance de Dixine qui a rendu sa décision, qui demande à ce que le ministre Ousmane Gawal Diallo soit réintégré au sein de votre formation politique. Premièrement, comment vous réagissez à cette décision? Est-ce que le ministre est devenu si fort au point qu'il puisse se servir de la justice pour continuer le combat qu'il est en train de mener, celui entre griffes, selon certains membres de l'UFDG, de déstabiliser cette formation politique? Ben, merci, cher Sekou. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Pourquoi je le dis ainsi? Il n'y a qu'à analyser trois faits. Le premier, est-ce que monsieur le porte-parole du gouvernement a effectivement saisi la justice à l'effet d'être réintégré à l'UFDG? Nous ne le savons pas. Si un tribunal a été saisi, donc requis par lui ou par une tierce personne, ce tribunal n'a à aucun moment donné notifié cela ni aux responsables du parti, ni aux avocats du parti. Pourtant, le tribunal, le juge, dans sa décision, précise que vous n'avez jamais répondu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe alors finalement. Vous savez, on connaît ce type de choses. On connaît ce type de choses. Moi, j'ai été confronté à cela. J'ai eu à gérer, je me suis retrouvé dans un conflit domanial où un supra-guinéen est allé à la justice. Il s'est déclaré propriétaire d'un domaine sur lequel j'ai investi et il a obtenu malheureusement une décision lui attribuant la propriété. Et dites-vous que je ne sais pas à quel moment il a saisi la justice, à quel moment il y a eu audience. En tout cas, je n'ai jamais été informé. Et donc, je n'ai été appelé à aucune audience. Et une décision par défaut, on attribue la propriété. Mais croyez-moi, je ne suis pas resté bras croisés parce que j'ai obtenu justice. Ce type de gangstérisme judiciaire, on le connaît. Mais que voulez-vous? Ce n'est pas étonnant quand on a affaire à des gangsters à la tête de l'État. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous parlons de la déliquescence, mais nous parlons de l'immoralité des actes qui sont posés au jour le jour par ceux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, la question de valeur se pose. On ne peut pas comprendre. Et c'est pourquoi je dis tout à l'heure qu'on peut dire que ce que vous avez annoncé dans votre question pourrait être vrai. Qu'il est devenu si fort, si puissant, qu'il a utilisé la justice pour avoir une telle décision. Et c'est pourquoi nos avocats ont clairement mentionné que le tribunal a été induit en erreur. Encore une fois, que chaque juge est responsable des décisions qu'il rend. Donc, nous ne pouvons pas parler d'erreur pour notre part en tant que politique, en tant que victime. Si vous êtes lésé dans une situation, vous saisissez un tribunal, celui-là a l'obligation de notifier à la personne contre laquelle la plainte est portée, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, y a-t-il eu audience? Il semble qu'il y a eu que, effectivement, l'affaire aurait été inscrite sur le rôle d'audience du tribunal, mais en matière de droit, il faudrait que nous ayons été notifiés. Nous n'avons été invités à aucune audience. Et c'est pourquoi nous dénonçons cette décision et nous avons donc fait une réquisition au sein d'opposition. Nous avons demandé à nos avocats de s'opposer à cette décision devant la même juridiction. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce qu'il faut retenir. Le reste, on le verra avec le temps. Mais c'est vrai, vous avez bien dit, notre ami, notre ancien ami, il n'est pas membre de l'UFDG jusqu'à preuve du contraire. Et si, supposons que la justice confirme cette décision,
et qu'en allant en appel, que l'appel confirme et qu'on aille à la Cour suprême. Il faut rappeler à Ousmane Gawa Diallo ses propos à lui quand il s'agissait de M. Baouri. J'espère qu'il ne prendra pas les forces spéciales de M. Mamadi Doumbouya, accompagné du Premier ministre et du ministre de la Défense et du haut commandant de la gendarmerie pour venir l'installer à la tête de l'UFDG. L'UFDG est un parti politique, c'est une association politique de libre adhésion. On ne peut pas forcer un individu, n'est-ce pas? On ne peut pas forcer une association à accepter un individu qui rame à contresens et à s'installer en son sein. C'est pas possible. Comme il a dit, le mariage forcé étant aboli en Guinée, il est impossible désormais de travailler avec Ousmane Gawa Diallo. La justice nous l'imposera, on le suspendra ou on l'exclura à nouveau. Voilà ce qu'il faut retenir. En dépit, si vous permettez, en dépit de la menace de retour de Ousmane Gawal, j'imagine le scénario Ousmane Gawal viendra assister à une de vos AG. En dépit de cette menace, d'autres menaces planent sur l'UFDG. C'est notamment peut-être une éventuelle dissolution du parti qui est actuellement en murmure. Il y a aussi la volonté affichée de la junte de refuser la candidature de Seydou Talé et Diallo. Tout cela, c'est des menaces au niveau de la présidentielle. Lesquelles de ces menaces, les trois menaces, vous prenez au sérieux? Ni l'une ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Le retour de Gawal, la dissolution du parti, le rejet de la candidature de Seydou Diallo. Mon cher Lincoln, aucune de ces trois hypothèses que vous évoquez ne nous ébranle. Nous ne les considérons même pas comme menaces. Parce qu'il n'y a aucun scénario qui puisse aboutir à cela. On ne peut pas dissoudre un parti politique pour avoir refusé d'intégrer un individu qui joue au trouble fait et qui rame à contresens des valeurs du parti. C'est pas possible. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de sous-estimer nous ne sous-estimons personne. Et vous savez, moi, comme mes collaborateurs et responsables au niveau du parti, nous ne sous-estimons rien, nous ne surestimons non plus personne, ni rien. Nous sommes fondés de droit. Nous sommes gouvernés par des statuts et un règlement intérieur, conformément auquel nous avons exclu M. Ousmane Gawal Diallo, que la justice veuille nous ordonner de le réintégrer. Il faudrait bien entendu que cette décision-là ait été rendue en bonne et due forme. En attendant, nous considérons que cette décision, elle est nulle et de nul effet, parce que la forme n'a pas été respectée et en droit, c'est la forme qui commande le fond. Dès lors que nous n'avons pas été notifiés de la saisine du tribunal, nous n'avons pas été conviés, on n'a pas été en tout cas assignés à un procès par le tribunal, mais cette décision, nous ne savons pas à quel moment elle a été prise, ni dans les conditions dans lesquelles elle a été prise, quels sont les arguments qui ont sous-tendu à cela, mais qu'il a été dit que nous avons été invités au procès et qu'on a refusé, il faudrait bien que le juge qui a rendu cette décision puisse prouver les convocations ou les invitations qui ont été envoyées à l'UFDG auxquelles l'UFDG n'a pas répondu à travers ses responsables ou à travers ses avocats. C'est du faux. Je ne veux pas dire qu'un juge a menti, mais c'est du faux. Cette décision est bâtie sur du faux. C'est du sable mouvant. Et par conséquent, aucune des hypothèses que vous évoquez ne nous ébranle. D'accord. Alors, je peux donc poser ma question aussi à Kumba. Voilà. Je rappelle que nous venons d'être rejoints par Akumba Diallo qui est avec nous ici, dans cette émission. Et voilà. Je pense que... Son micro est fermé. Akumba. Bonsoir à tous. Je m'excuse. J'étais au siège des Nations Unies avec mes amis de lutte. Monsieur Sadou Barry, qui est coordonnateur du FNDC ici à New York. Monsieur Barry Amadou, qui est un de nos confrères, Madame Dialikatou Baldé, Monsieur Amadou Diallo, qui est le fédéral de l'IFDG. Nous étions au siège des Nations Unies pour parler de la situation de violation des droits de l'homme, avec cas d'illustration la situation de Monsieur Fonike Mengue et de Billo Agiasba. Excusez-moi du retard. Je suis là, je me mets en mute et quand vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Je peux poser ma question parce que moi j'insiste, mon cher ami
sur justement jusqu'où le CNRD peut partir, ou le pouvoir en place là peut partir. Vous avez foi en la loi, vous croyez, vous êtes rassuré en vous appuyant par exemple sur le droit, mais cela ne les a pas empêchés par exemple de détruire le domicile de Ella Selou Dalein Diallo. La loi, malgré tout ce qui a été dit dans la charte, on sait aujourd'hui le sort qu'on est en train d'infliger à Fonike Mange ici. Est-ce que vous ne devriez pas prendre cette menace au sérieux et prendre des mesures pour pouvoir soit anticiper ou en tout cas bloquer cette machine-là? En parlant du cas du domicile de M. Selou Dalein Diallo comme exemple, il s'agit du bien d'un particulier qui, bien sûr, est à la tête de l'UFDG. Nous nous devons de l'apporter notre soutien, chose que nous avons faite et que nous continuerons à le faire. Mais l'UFDG étant une institution, lorsqu'on prendra plaisir à nous brimer, à tordre le cou à la loi pour satisfaire les apathies d'un quelconque Guinéen, croyez-moi, nous nous dresserons en tant qu'institution, nous nous dresserons en tant que personne morale pour nous faire entendre et pour réclamer justice, pour qu'on soit restauré dans nos droits. Nous n'accepterons pas et nous ne permettrons à personne, je dis bien à personne, que ce propos me coûte ce que ça peut me coûter, mais je dis pour aujourd'hui et pour la postérité que nous ne permettrons à personne de s'en prendre à l'UFDG pour satisfaire les apathies d'un individu. Nous sommes une structure légalement constituée, organisée, nous avons des droits, nous exerçons en toute légalité. Lorsque le parti a tort, nous accepterons que la loi soit dite, mais lorsque la loi n'est pas dite, lorsqu'on tord le cou à la loi, et uniquement pour satisfaire les desiderata d'un individu, fut-il le président de la transition, croyez-moi, l'UFDG ne se laissera pas faire. Bien, avant de me tourner vers Akumba certainement pour sa question, moi je voudrais vous demander, monsieur Milimono, tout à l'heure vous avez expliqué que l'UFDG n'était pas informé de ce procès-là entre Ousmane Gawal Diallo, le ministre porte-parole du gouvernement, et la justice qui a fait ce travail-là. Selon vous, honnêtement, et qui est coupable? Qui a failli? Écoutez, chaque citoyen est libre de saisir une juridiction lorsqu'il se sent lésé. Oui. C'est un droit reconnu à tout le monde, oui, y compris à M. Ousmane Gawal Diallo. Il a le droit, mais absolument le droit d'aller se plaindre où il veut. Vous savez, le recours, il est permis, hein, le recours, il est reconnu à toute personne renvoyée d'une entité. Même quand vous êtes renvoyé par votre employeur, vous avez le droit de saisir une instance, de faire le recours soit gracieux ou le recours judiciaire. Ça peut être devant l'inspecteur du travail, et ainsi de suite. Pour le cas d'Ousmane Gawal Diallo, il faut lui reconnaître ce droit. Cependant, la justice qui a été saisie, le tribunal qui a été saisi, se doit ou se devait d'observer scrupuleusement les prescriptions de la loi. Il y a un code de procédure pénale auquel aucun juge ne peut se soustraire sous aucun prétexte. Si le parti veut, il peut aujourd'hui poursuivre ce juge ou cette juge pour incompétence professionnelle. Devant le Conseil supérieur de la magistrature, nous sommes en droit de le poursuivre. Mais encore une fois, cette question est renvoyée à nos avocats. Je ne suis pas un des conseillers juridiques du parti. Je ne suis pas un avocat. Je ne suis pas conseiller juridique. La question est renvoyée à nos conseillers juridiques et à nos avocats qui, bien entendu, nous indiqueront la démarche la mieux indiquée pour le parti pour sauvegarder nos intérêts. Akumba Diallo. Alors, moi, vous me permettrez une petite analyse pour peut-être tenter de répondre à la question de M. Keita parce qu'elle est assez pertinente. Akumba, s'il vous plaît, on ne voit pas bien votre visage. On ne vous voit pas bien, on veut vous voir. Hein? Vous me voyez maintenant là, je suis en cravate rouge comme pour dire libérez Fonike Mange maintenant. Est-ce que vous me voyez maintenant? Alors, ce que je voulais dire, c'est que mon analyse
est que la justice est une institution qui a trois infrastructures qu'il faille réunir ensemble pour obtenir l'institution justice. Premièrement, c'est l'infrastructure physique, c'est-à-dire les bâtiments où siègent ceux qui sont chargés de lire le droit. Deuxièmement, c'est l'infrastructure juridique, c'est-à-dire les lois et l'ensemble des législations et réglementations que les magistrats utilisent pour dire le droit. Et troisièmement, enfin, la dernière infrastructure et la plus importante, ce sont les ressources humaines. Et ces ressources humaines sont composées des juges, des procureurs, bref, des magistrats et des associés, c'est-à-dire les greffiers, les avocats et tout ce qui s'ensuit. Le danger pour une institution comme la justice est confirmé si les ressources humaines ne sont pas capables de ne lire que le droit. Donc, vous comprendrez que sur les trois infrastructures annoncées, cette infrastructure dite ressources humaines est la meilleure et la plus qui compte dans l'exécution de la lecture de la loi. Maintenant, en Guinée, on sait pertinemment que nombreux juges, nombreux magistrats sont aliénés au pouvoir exécutif. Vous allez me dire que dans l'histoire, un magistrat est toujours aligné sur le pouvoir exécutif. Et vous allez me dire, mais aux États-Unis également, l'exécutif peut peser sur les magistrats. À la différence que le juge ne doit être guidé que par la loi, pas un autre conditionnement extérieur à cette infrastructure qui s'appelle la loi. Donc, ça veut dire que l'IFDG est sous menace. Et si M. Baba dit qu'ils ne sont ni effrayés par quoi que ce soit, en tout cas en ce qui concerne des hypothèses que M. Sekou évoquait, je me dis, faut être encore politicien. Il faut avoir peur de tout et n'avoir peur de rien. Peut-être c'est complexe la formule, mais c'est ce que je voulais ajouter sur cet aspect-là. D'accord. Alors, si vous permettez, je comprends que Akumba soit en cravate rouge. Hein, il vient quand même des Nations Unies, là, c'est important. Alors, il est très académique, Akumba. Ça, je l'admire pour ça. Par contre, je vais lui donner une réponse. Moi, je suis dans ma posture politique. Je le comprends dans sa posture académique. J'aurais bien dit pareil comme lui. Mais au stade de la lutte où nous sommes, nous n'avons pas le droit de chanceler. Et nous n'avons pas frémi. Je suis formel. Aucune de ces trois hypothèses ne nous ébranle. Parce que c'est pourquoi je refuse de les appeler d'ailleurs menaces. Elles sont des menaces lorsqu'il y a, n'est-ce pas, évidemment, des chemins tangibles et des méthodes irréfragables qui pourraient permettre et à la justice, et au CNRD, et au gouvernement, et tous ceux qui sont à leur solde, d'arriver ou d'atteindre cet objectif redouté. Nous n'avons pas le droit de redouter cet objectif. Nous sommes focus sur notre objectif. Il faudrait, pour nous dissoudre, pour nous suspendre ou pour nous interdire d'agir, qu'on nous brandisse une véritable raison. Une raison adossée à la loi. C'est cela. Mais on ne peut pas inventer le droit. Le droit, les lois, les textes, ils sont là. Nous sommes respectueux de ces textes-là. Nous y veillons au grain et aux lois de la République et aux statuts et aux règlements intérieurs qui régissent notre fonctionnement interne. Je dis encore une fois, j'espère que je ne serai pas poursuivi ni interpellé pour outrage à magistrat, que ceux qui ont rendu cette décision devraient encore lire le code de procédure pénale et devraient encore lire les textes sur la base desquels nous avons renvoyé M. Ousmane Gawal Diallo de notre parti. Et je précise que personne ne peut nous imposer, n'est-ce pas, de travailler avec quelqu'un avec qui nous ne voulons plus travailler. C'est aussi simple. Sauf la justice. Sauf la justice. Oui, sauf la justice. Faudrait-il que cette justice elle-même soit juste. Bien. Alors, je ne sais pas si je peux poser ma question. Alors, pour ne pas qu'on soit pris par le temps, l'autre actualité, c'est bien évidemment la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution.
À peine présenté, à peine rejeté. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui n'a pas marché? L'éléphant, donc annoncé, est-il venu avec un pied cassé? La montagne a accouché d'une souris, une toute Ah petite bon? souris, un souriceau. Ah bon? Ah bon? Vous savez, bon, il y a quand même assez d'aspects euh, positifs hein, à apprécier dans cette présentation. Pour moi, ce n'est pas un avant-projet. Un avant-projet de loi, il est structuré, est là, il est présenté sous la forme d'articles. Vous voyez, on nous a dit que le projet de constitution comporte 200 et quelques articles. Nous ne savons pas lequel est l'article 1, lequel est l'article 20, lequel est l'article 60, quel est l'article 202. Nous ne savons rien de tout ça. Donc, le projet tel qu'il a été, la présentation telle qu'elle a été faite, pour l'instant, elle n'est pas digeste, elle n'est pas à la portée des citoyens, c'est pour le monde académique. Nous aimerions que le projet, tel qu'il a été soumis à l'appréciation des députés et à la lecture de l'exécutif, qu'il soit soumis à la lecture de l'opinion. Voilà. Pour l'instant, moi, je ne parle pas de projet de constitution. Monsieur Baba, j'ai la même inquiétude que vous parce que moi, je me disais que ce sont les grandes lignes qui ont été données et on attend le vrai projet qui va venir de l'article 1er à l'article 205. Et c'est pourquoi moi, je me refuse de tout commencer ce travail. Lorsque j'aurai le véritable projet, je ferai une lecture du politologue en embryon que je suis et du politique que je suis et du citoyen, parce que j'ai les trois casquettes quand même, le citoyen, départi de toute position partisane, le politique qui a une position partisane et le politologue en raison de ma formation académique. Donc, je prendrai mon temps de faire cette analyse et de mettre mon analyse à la disposition de la position globale que nous avons donnée, c'est celle que les forces vives ont rendue publique. Les forces vives ont globalement rejeté ce projet de constitution qui donne ou qui donnerait la possibilité au général Mamadi Doumbouya, aux membres du gouvernement, aux membres du CNT, aux membres du CNRD de se présenter à toutes les élections. Parce que les dispositions transitoires de ce projet de constitution devaient reconduire, n'est-ce pas, le principe de non-éligibilité des membres de la transition, de tous ceux qui gèrent la transition. Voilà. Si cela n'est pas reconduit, ça crée un vide juridique. Et vous savez, lorsqu'il y a un vide juridique, ça ouvre la porte aux mercenaires du droit, comme on en a connu en 2020, pour nous sortir toutes sortes d'hypothèses, de philosophies qui ne sont valables dans aucune école à travers le monde, sinon qu'en Guinée. Voilà. Merci beaucoup. Avant d'aller avec Akumba, je rappelle que Amadou Mbone, aujourd'hui, il n'est pas à New Jersey, il est dans l'Oregon. Et bien, il a copié, je crois, le professeur du Bombona pour être dans une voiture pour faire l'émission. Il est très loin d'aujourd'hui de chez lui. Amadou Mbone, bonsoir. Bonjour, Monsieur Baldé. J'ai quitté New Jersey à 8 h du matin. Je me retrouve à Oregon Salem à 8 h 45 après 5 heures de vol. J'aimerais bien qu'un bon mathématicien m'assiste à calculer cela, parce que 8 heures d'un côté et 8 h 45 après 5 heures de vol, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Mais d'autre part, Monsieur Baba, soyez les bienvenus dans notre émission. Je voudrais vous demander qu'est-ce qu'a servi l'acrobatie du ministère de l'administration territoriale sur l'évaluation des partis quand on vient nous remettre une constitution aussi, vous dites, bancale ou comme l'éléphant qui a accouché d'une souris ou autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'a servi exactement cette acrobatie pour dire il faut évaluer les partis, il faut savoir, mais maintenant, un indépendant peut se présenter comme candidat. Tout cela, en tant que politologue ou politicien, dites-nous ce que vous pensez de cela. Je pense d'abord, du point de vue académique, que le ministère de l'administration du territoire est dans son rôle. Il est dans ses attributions d'évaluer les partis politiques, les ONG, bref, toutes les organisations dont il assure la tutelle. Par contre,
Par contre, nos interrogations se situent à 3 niveaux. La première, c'est pourquoi est-ce que après la première évaluation qui a eu il n'y a même pas un semestre, dont on n'a pas vu les résultats, pourquoi une seconde évaluation? Cette évaluation, quelle est sa finalité? C'est plutôt la finalité qui nous interroge. Mais en soi, le principe d'évaluation des partis politiques et de l'ensemble des organisations non gouvernementales est tout à fait normal. Nous avons regardé le questionnaire qui nous a été soumis. Nous avons apporté toute la documentation, toutes les questions qui ont été formulées. On a satisfait les demandes du MATD. Nous avons quand même été interpellés par certaines questions qui ne sont pas prévues dans la charte des partis politiques. Quand, par exemple, on demande à un parti politique de présenter la preuve de sa participation à une élection nationale, mais attendez là, qui assure la tutelle des partis politiques, le MATD est le mieux placé pour savoir qui est-ce qui a un siège, qui est-ce qui a un compte, qui est-ce qui a participé à une élection et combien tel parti ou tel parti a obtenu. Vous avez remarqué que dans la première phase de l'évaluation, un certain parti politique s'était déclaré premier avec 36 points sur 100, alors que nous avions bien plus que 36, mais de loin, au-delà de 36. Donc, nous ne savons pas sur quelle base celui-là s'est déclaré premier, mais aussi que l'on demande à un parti de donner la preuve matérielle de sa participation à une élection présidentielle. Il n'y a pas meilleure preuve que le résultat officiel que l'administration détient. C'est quand même des choses que nous ne comprenons pas. Maintenant, l'interrogation, la troisième, encore une fois, c'est bien la question que vous venez de poser. Pourquoi, au lendemain de cette évaluation qui n'est même pas encore terminée, parce que les résultats ne sont pas encore rendus publics, on nous dit que dorénavant, voilà, les candidatures indépendantes sont autorisées et tout. Ça suscite des interrogations. Mais il ne faut pas tout de suite s'emballer parce que ce n'est qu'un projet qui n'est pas encore validé. Le référendum peut donc rejeter ce projet-là. Et vous voyez, dans le projet, dans la présentation, il est dit que s'il n'y a pas 60% de participation au référendum, le projet est rejeté. Or, nous savons le taux de participation aux élections chez nous. On connaît la moyenne de participation électorale. Et quel est l'objectif que ce projet ne passe pas? Au cas où il ne passe pas, ça permet encore à la jeune de continuer à dérouler son agenda. Alors, il y a Monsieur beaucoup Baba, cette élection-là, je veux dire la validation de ce projet-là, croyez, vous êtes sûr? Il faut d'abord régler une question. Oui. Le CNRD et tous ses acolytes et tout, ont-ils le droit de se présenter à une élection nationale ou locale? Je pense qu'il faut que l'on insiste sur le respect des valeurs, notamment de la parole donnée. Voilà. Donc, la question a été posée, mais avant d'aller avec Akumba, la question a été posée ici. On va vous la poser aussi. Lorsque la Constitution elle est validée, elle est signée par décret par le président de la République, elle est acceptée, la charte meurt, la charte saute. En ce moment, c'est la Constitution qui va être... Hein? C'est mon point de vue, oui. Je suis d'accord avec vous. Et à partir du moment où la Constitution... Pourquoi j'insiste sur le fait, si vous permettez, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que ce projet de constitution doit reconduire absolument, n'est-ce pas, les dispositions d'inéligibilité de la charte, c'est-à-dire contenues dans la charte. Voilà. Ni Mamadi, ni les autres du CNRD, ni ceux du gouvernement, ni ceux du CNT ou les autres institutions de la transition, aucun d'eux ne doit être candidat. Il faut que les dispositions transitoires du projet de constitution tiennent compte de ces dispositions-là. Voilà. Sinon, écoutez, on ne pourra pas aller au référendum. Parce que je vais vous dire le piège. On peut aller au référendum avec des pièges dans le dispositif constitutionnel et beaucoup de Guinéens donc vont refuser de voter ou ils vont voter et rejeter la Constitution. Il faudra encore combien de temps
pour présenter un nouveau projet quand on sait que le CNT a pris 3 ans pour nous sortir un tel projet? D'accord. Merci beaucoup. C'est une question. Baba Milimono, Joachim Baba Milimono est le directeur de la communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Akumba Diallo, allez-y pour votre question. Bon, je doute si Akumba était aux Nations Unies. Il est en cravate rouge, peut-être il était chez les Républicains. On ne sait jamais. Hein? Voilà. Nations Unies. Bon, merci beaucoup. On me dit que j'ai la cravate de Donald Trump. Absolument, voilà. Vous avez raison. Moi, je l'accorde le bénéfice du doute puisqu'il est accompagné de mon fédéral du Bronx. Parfait. Alors, votre fédéral d'ailleurs est là. Si vous voulez, il vous dira bonsoir. Ça dépendra du timing. Alors, moi, ce que je voulais dire, je vous donne la primeur. Nous avons été reçus par la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, à laquelle il a été remise une déclaration et puis aussi une liste nominative des noms des suspects, des gens qui sont supposés avoir arrêté M. Fonike Mange et M. Biloba, les soupçonnés de leur avoir soumis des supplices. Et puis, nous avons eu un entretien qui a duré près d'1 heure pour exposer la situation guinéenne en matière de violation des droits de l'homme, en matière d'inquiétude sur la conduite de la transition, la politique, la constitution. D'ailleurs, vous êtes en train de discuter de la constitution. Et puis, nous avons échangé sur les inquiétudes liées à la constitution de petites factions militaires au sein de l'armée guinéenne, puisqu'il est établi que ce n'est pas toute l'armée qui jouit des retombées du pouvoir. Voilà, brièvement, voilà ce qui a été dit. Vous avez la primeur, Monsieur Baldé. Vous êtes si intelligent que vous m'avez creusé, alors qu'on vient juste de sortir de la salle de réunion. Bref, une petite question, puisque je suis un peu désolé. D'abord, ces noms-là, est-ce qu'on peut avoir quelques noms? De ceux qui supposaient avoir arrêté à Conakry. La liste. Voilà, certainement, vous avez vu la publication faite par M. Koundouno qui a diffusé une liste assez longue. Il serait très laborieux pour moi de vous dire toute la liste, mais tête de peloton, généralement Mamadi Doumbouya. D'accord. Allez-y pour votre question. Alors, ma question, c'est que je suis quand même de la même lecture que moi sur le fait qu'on nous a sorti un rapport qui présente les grandes lignes du projet de constitution, mais c'est un rapport qui présage de nouveaux conflits et ces conflits ne seront, si vous voulez, profitables qu'au CNRD. Parce qu'il est établi que si, par exemple, le référendum était infructueux et si les conflits continuent à être alimentés, c'est que le CNRD va en profiter parce qu'il gardera le pouvoir. Ma question, Monsieur Baba, peut-être que ce sera une question difficile pour vous de répondre dans les détails, mais je la pose quand même parce qu'elle me préoccupe. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que le CNRD quittera le pouvoir sans une intervention militaire extérieure à la Guinée? Est-ce que l'intervention d'une force militaire extérieure est nécessaire? À mon avis, non. Mais si le CNRD ne laisse pas le choix aux Guinéens et à la communauté internationale, eh bien, écoutez, nous nous trouvons tous devant un fait accompli. Cela dit, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons vivement, et moi je l'espère, que M. Mamadi Doumbouya honorera sa parole, il respectera sa parole. Je vous renvoie à son émission avec le célèbre Alain Foucault, où il a insisté sur son statut d'officier. Il a lui-même évoqué le principe de la parole, du respect de la parole donnée pour un officier militaire. Voyez-vous, on a beau le traiter de légionnaire, on a beau le traiter de caporal, lui, dans sa peau d'officier, puisqu'il arbore le grade de général, il dit qu'il va respecter sa parole. Et le porte-parole du gouvernement, pendant longtemps, n'est-ce pas, a ressassé cela en rappelant qu'il ne fera pas un seul jour de plus. Bon, ce qui aujourd'hui fait douter sur tout ça, c'est le fait que le Premier ministre
qui quand même commande le porte-parole du gouvernement, lui, il nous dit que, écoutez, en 2024, la seule élection qui pourrait être organisée, il conjugue au conditionnel, c'est le référendum. Ce qui veut dire qu'on n'est même pas certain que le référendum va être organisé courant 2024. Qu'en est-il alors des législatives, des communales et de la présidentielle? C'est un gros point d'interrogation. Cela dit, est-ce que le peuple de Guinée acceptera ce glissement? Alors, est-ce que le peuple de Guinée va accepter de continuer à croupir, à ployer sous le poids de la cherté de la vie? Vous voyez aujourd'hui sur l'axe, sur l'autoroute Le Prince, cette chien-lit-là qui s'est déchaîné, qui commence à s'installer. Vous pensez que ceux-là, ils ont répondu au mot d'ordre de la dynamique de la société civile? Pour ma part, je pense que non. Ils sont en train d'exprimer leur désarroi, d'exprimer leur désaccord avec ce qui se passe aujourd'hui. Les arrestations en n'en pas finir. Enfin, arrestations, ça respecte la loi, mais les kidnappings et les enlèvements en n'en pas finir. Hein? La misère ambiante. Vous-même à Kumba, vous êtes contraint aujourd'hui à l'exil. Ben, prenez votre billet et revenez ici demain. On va voir ce qui va se passer. Alors, je ne vous souhaite pas ça, c'est pour rigoler. Mais Babila, auquel j'exprime tout mon soutien et toute mon inquiétude pour sa sécurité et sa vie, il vient de vous raconter tout à l'heure, n'est-ce pas, les difficultés qu'il traverse. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que les Guinéens vont continuer à accepter ça? C'est là la grosse question. Je pense c'est la grosse question. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'une intervention militaire extérieure, mais le Guinéen fera face à son destin. Mais il ne pourra même pas y avoir, M. Milimono. Pourquoi? Aujourd'hui, Absolument. apparemment, la Guinée est aujourd'hui abandonnée par la CEDEAO, par cette communauté internationale. Et bien, en tout cas, le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas à l'ordre du jour de ces institutions-là. Comment voulez-vous parler d'une force étrangère? Et ce sont ceux-là qui peuvent envoyer une force étrangère. Donc, je pense que ça, la question-là, il faut l'évacuer. Voilà. Je ne sais pas si on peut poursuivre. La dernière question, c'est certainement de Ibrahim Lenkosouma. Votre dernière question. Bagataï, il n'est pas là. Amadou Mbone, vous êtes en route, vous êtes en votre bombona depuis l'Oregon, et bien au bord du Mississippi, je crois. Voilà, allez-y pour votre dernière question. Yeah, c'est entre Washington State et puis pas la capitale et d'autres États. Dire que de 8h à 8h, je me retrouve toujours au matin. Je quitte le matin, je me retrouve au matin. Je suis sorti de l'école polytechnique Bruxelles de Lomé, donc je suis un bon mathématicien et informaticien. Je me retrouve toujours pas. Ouais, mais vous savez, à Diguera, il avait un bon et on ne sait pas calculer. Bon. Non, il faut interroger le cosmos. Il faut interroger le cosmos qui va vous répondre à travers les fuseaux. Je vous assure que c'est une réalité. Je ne me retrouve toujours pas. Monsieur Baba, vous ne croyez pas que le projet présenté par la CNT est une expression ou une volonté affichée de ne pas faire un boulot nécessaire ou une manière de retarder ou de créer une situation de chaos pour ne pas qu'il y ait des élections cette année? Monsieur Baba, comprenez, Bonnet souvent, il nous crée des problèmes ici. Quand il s'agit de parler de la CRIEF, il fait exprès, il crée quelque chose, il dit la CRIEF. Aujourd'hui, le CNT, je vais vous dire, il va dire encore quelque chose à la CNT. Il sait de quoi il parle. La CNT, donc, allez, bien compris la sémantique. Voilà, merci beaucoup. Allez-y. Je pense que vous ne vous trompez pas du tout. Non, vous ne vous trompez pas du tout. Parce que c'est le sentiment que moi j'ai personnellement. Je viens de dire que le CNT a fait sciemment de créer une situation de conflit dans la présentation qui a été faite, qui pourrait, n'est-ce pas, provoquer des situations qui vont découler sur la non-organisation du référendum ou sur le rejet du projet. Alors, quand cela va arriver, ça profite au CNRD qui va continuer tranquillement à se la couler douce. Mais d'ici là, je dis que 3 ans écoulés pour nous sortir un tel travail, à quoi auront servi toutes les concertations, les journées de réflexion, si c'est pour sortir un travail comme ça? Nous voulons saluer l'implication, évidemment. Il y a des sommités là-bas. Hein. Jean-Paul, qui est quand même mon camarade de promotion, et puis
beaucoup d'autres, le président de la commission loi, au plan individuel, personnel, le maître Traoré, on peut saluer leur courage, leur valeur intrinsèque, mais le travail collectif qui nous a été présenté laisse à désirer. Il faut le dire. Aujourd'hui, regardez les séances de travail avec les représentations diplomatiques, la société civile, les partis politiques, le CNRD, le gouvernement sont planifiés. Un calendrier a été présenté par le président de CNT. Alors, ça veut dire qu'on est parti encore pour un mois. Et on nous dit que la présentation qui a été faite ne sera publiée que sur www.débatcitoyen.gn. Je ne sais pas si vous, éminents journalistes, Baldé, Bonnet, Akumba, Sekou, le Baga, est-ce que vous avez pu accéder à cette plateforme et lire la présentation? Pour ma part, je n'ai pas réussi. Et on ne me dira pas que c'est un problème de connexion, parce que j'ai une très bonne connexion. Donc, je ne comprends pas. Si moi, je ne suis pas parvenu à accéder à la plateforme, je suppose que d'autres qui n'ont pas les mêmes possibilités de se connecter comme moi et qui n'ont pas forcément la maîtrise de l'outil informatique comme moi, ne pourront pas y accéder. Comment donc les parents qui sont à Kissi-Dougou, ceux de Bonnet, ceux du Bagata là-bas, comment est-ce qu'ils vont aller sur la plateforme, et pouvoir interagir comme l'a dit le président de CNT? Je pense qu'il y a un enfumage dans tout ça. Oui. Mais permettez-moi quand même de terminer par cette citation de monsieur de Mazouz Haffen, n'est-ce pas? Je cite: face à un pouvoir corrompu, toute opposition devient crédible, y compris le fascisme. Je pense que dans cette situation-là, on n'aura d'autre choix que de demander au peuple de Guinée de se dresser face à l'abus. Je l'ai dit le samedi dernier à l'Assemblée générale de l'UFDG. Nous sommes dans une situation où le CNRD a créé un cocktail, n'est-ce pas, explosif. C'est-à-dire que des situations ça et là, et cette histoire de constitution va être la goutte qui fera déborder le vase. Et il ne suffit aujourd'hui que d'une simple étincelle pour avoir, croyez-moi, de gros feux d'artifice, et qui malheureusement seront préjudiciables à l'ensemble du peuple de Guinée, aux conséquences extrêmement lourdes aucun de nous ne peut calculer, mais que nous ne souhaitons pas non plus. Je ne suis pas en train de souhaiter ça, mais je dis que si le CNRD nous prend garde, eh bien, il ne donnera le choix au peuple que de se lever. Bien. Je ne sais pas si c'est quoi une dernière question. Sinon, moi, je vais demander le retour de El Hadji Seydou Dalein. On dit souvent qu'il va revenir le 28 septembre. Il y en a qui pensent que c'est un retour risqué. Il y en a qui pensent qu'il s'entête. Il y en a qui pensent qu'il compte sur les militants de l'UFDG pour revenir, pour pouvoir s'opposer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quand la lutte était ardue, très dure pour lui, la mission était devenue compliquée, il a replié. Il a dû aller à Médine pour mieux se préparer et revenir, n'est-ce pas, avec la caravane pour continuer son projet d'islamisation. Et je pense que les chrétiens diront de même pour Jésus-Christ, qui à un moment donné a choisi le recul pour mieux faire sa mission. Et les Saintes Écritures nous recommandent à tous, chrétiens comme musulmans, d'être les gardiens de nos âmes. Personne n'a le droit d'aller embrasser la mort, hein, vous la voyez venir. Même si nous sommes tous prédestinés à la mort, et personne n'y échappera. Mais il nous est commandé de prendre soin de notre âme, de ne pas aller au péril, n'est-ce pas? Alors, le président Dalein Diallo est sorti en toute identité du pays, on est d'accord. Dans un premier temps, il est allé en mission parce que ça faisait quand même longtemps qu'il n'était pas sorti du pays, mais entre-temps, des situations ont occasionné ou ont suscité, n'est-ce pas, le prolongement de son séjour à l'étranger. On est encore dans cette situation qui est devenue une contrainte. Pourquoi est-ce que c'est une contrainte? Lorsque votre sécurité est menacée, lorsque votre vie est menacée, vous êtes contraint de rester à l'étranger, ça devient de l'exil. Aujourd'hui, est-ce que sa sécurité est garantie? Est-ce que sa vie est garantie? Je vais vous dire, il faut se mettre à sa place.
on lui a retiré son domicile de victime, qui s'est vu saccagé et puis on a rebâti une école, il a quand même saisi la justice. Il ne demande pas mieux que d'être rétabli dans ses droits. Parce que l'État, quand même, est en droit de saisir le domicile de M. Bonnet, de saisir le domicile de Joachim Babamélibouno pour cause d'utilité publique. Ça, c'est reconnu à l'État. Mais cet État a aussi l'obligation, n'est-ce pas, de faire une juste réparation. Il faut une juste réparation. On aurait pu le recaser dans les mêmes conditions et, n'est-ce pas, évaluer le bien qu'il a perdu et le satisfaire. Mais pourquoi la justice tarde à faire tout ça? Je pense que quand vous vous retrouvez dans une telle situation, vous n'aurez pas le courage de venir, non pas pour affronter la justice pour une quelconque autre situation, mais simplement parce que vous avez perdu votre domicile principal auquel vous êtes attaché parce que vous y avez plus de 30 ans de souvenirs. C'est quand même difficile. Il faut savoir se mettre à la place des gens. Mais maintenant, vous êtes prêt? Maintenant, il est prêt? Écoutez, l'horizon est encore sombre. Le projet de constitution n'étant pas réglé, parce qu'il faut d'abord qu'on ait une constitution acceptée par tous. Comme ça, on est convaincu qu'on va aux élections pour que ceux qui prétendent être président de la République, en tout cas tous ceux qui prétendent candidater, j'en connais encore, qui veulent être candidats aux élections présidentielles, même aux élections législatives, mais qui attendent que les choses se clarifient avant de venir, sinon ça fait une perte de temps. Et si vous venez et que vous êtes empêché de sortir, et si vous venez et qu'on crée des situations d'insécurité, bon, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour nous, et ce n'est pas lui qui l'a choisi jusque-là. Pour nous, militants responsables du FTG, nous préférons qu'il soit encore dehors, qu'il continue à nous être utile en allant aux États-Unis, en allant en Europe, mobiliser, galvaniser, mobiliser des ressources auprès de nos militants de l'étranger, galvaniser leur énergie, mais aussi nouer des contacts avec des institutions afin de pouvoir maximiser les chances de l'UFDG de gagner la prochaine bataille présidentielle. S'il rentre au pays, nous n'oublions pas le scénario sous Alpha, où il était empêché de sortir, son passeport confisqué, et si le même scénario se reproduisait, c'est l'UFDG qui perdra. Voilà. D'accord. Ma dernière question, s'il y en a. Non. Je ne pense pas. Ouais, allez-y, allez-y. Non, je ne pense pas avoir des questions spécifiques, mais je pense que M. Baba a raison parce que il a parfaitement raison parce que quand on a la situation qu'a vécu le général Sadiba Koulibaly, arrêté, humilié, rétrogradé avant de mourir dans des conditions inexpliquées, c'est quand même un peu difficile. Moi, je fais partie de ceux qui disaient que c'est le devait rentrer en Guinée pour faire contre là-bas et conduire les troupes. Mais je crois que on est capable de faire disparaître Fokemengue, disparaître d'autres militaires et décliner sa responsabilité, avouer à l'opinion publique nationale et internationale son incapacité d'assurer la sécurité des Guinéens et de leurs biens. Je pense que là, vaut mieux quand même voyager. D'ailleurs, c'est lourd, attendu aux États-Unis. Merci. Bien. Merci beaucoup. C'est quoi ta dernière question? S'il y en a, il n'y en a pas. Bien. Moi, je vais demander à M. Baba. Certainement, il va répondre ou pas, je ne sais pas. C'est une question facultative. D'où est né le divorce entre Cellou Dalein Diallo et le général Mamadi Doumbouya? Et si cela est lourd, le divorce entre l'UFDG et le CNRD? J'avoue que nous nous interrogeons nous-mêmes. Le divorce est né simplement de l'irrespect des engagements du CNRD, de M. Mamadi Doumbouya en premier lieu. Vous savez, lorsqu'il a déposé M. Alpha Condé, il a tenu un discours qui a rassuré plus d'un, ou du moins qui a permis à beaucoup de citoyens, y compris à des non-guinéens, à la communauté internationale, une partie, quoique ayant condamné par principe le coup d'État, mais le discours était de nature à rassurer, à lui donner un minimum de crédit. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? La charte, très tôt, on a commencé à la violer. Et deuxièmement, nous avons vu des velléités de maintien de la junte au pouvoir. Nous avons vu des velléités de
de confiscation des libertés. Nous avons vu des velléités on a eu des signes tout de suite là pour fatiguer les partis politiques et écarter certains leaders politiques. Très tôt, nous avons lancé l'alerte. Les Guinéens ne nous ont pas cru, une bonne partie des Guinéens ne nous ont pas cru. On a dit encore, oh là là, l'IFDG, c'est toujours pareil, ils ne s'entendent avec personne, ils sont toujours alarmistes et tout. Et certains, même de très mauvaise foi, y compris des journalistes, comme Babila le disait tout à l'heure, j'avoue que certains de vos confrères n'ont pas aidé du tout le peuple de Guinée, ils n'ont pas aidé la corporation, ils n'ont pas aidé la société guinéenne. Ils n'ont pas aidé non plus le CNRD. Parce qu'ils ont été les premiers, pour certains, à faire une corrélation entre la posture que venait de prendre l'UFDG, pratiquement l'ANAD, et la sortie de M. Cyril Diallo de son domicile de Dixine. Or, le divorce est postérieur à cela. Rappelez-vous, le divorce est postérieur à cela. Donc, écoutez, tout est parti des attitudes d'irrespect des engagements pris par le CNRD le 5 septembre. Voilà. Le directeur de la communication, dernière question. Est-ce que le CERAG d'Ousmane Gawal, ne vous dérange pas? Est-ce que vous dormez, M. Baba Milimono? Vous me voyez sourire quand vous regardez mes yeux. Certainement, vous pouvez forcer le sourire. Vous pouvez envoyer, après cette émission, vous pourrez envoyer mon image à des psychologues, à ceux qui savent lire les signes, si il y a, c'est pas moi, une perturbation de sommeil ou s'il y a une inquiétude qui peut se lire sur mon visage. En dehors du fait que le courant fait défaut et que je transpire parce qu'il y a la chaleur du petit bureau exigu, je suis totalement tranquille, mais je dors très bien. Le CERAG, je vais vous dire, c'est un mouvement de soutien comme tout autre, comme chacun en a droit. Tout le monde a droit à un mouvement de soutien. Dans un parti politique, il est normal qu'aujourd'hui, M. Foudoussou, que moi-même, j'ai mon fans club. C'est normal. Je peux en avoir si j'ai les possibilités de l'entretenir. Mais pourvu que tout ça concourt à la défense des intérêts du parti, à faire élire nos candidats, voilà, à promouvoir le projet de société, à défendre nos intérêts. Mais lorsque un groupuscule se constitue pour jurer nous déstabiliser, eh bien, croyez-moi que nous avons le plein droit de nous défendre. Le CERAG n'est que l'ombre de M. Ousmane Gawal Diallo. Il s'est dit avoir 900 personnes. Souvenez-vous, un temps, il parlait de 3000. Aujourd'hui, il parle de 900. Ça veut dire simplement qu'il n'y a aucune once de vérité dans toutes les déclarations, ni le projet. Écoutez, ce monsieur, il est en mission de CNRD, c'est assez clair. Le CNRD qui se bat à déstabiliser l'UFDG, puisqu'on n'a pas réussi jusque-là, il faut créer des situations pour déstabiliser le parti en créant des factions, eh bien, ce qui n'arrivera pas. Ce qui n'arrivera pas, il est parti avec une poignée de personnes. J'en connais 3 qui étaient à la cellule de communication qu'il coordonnait de manière intérimaire à l'époque. Ils l'ont rejoint, ils ont été exclus de la cellule de com. Ceux-là sont ses fidèles acolytes aujourd'hui, à part ceux-là et Lamarana Petit, évidemment, qui l'a rejoint et qui s'est déclaré coordinateur de son mouvement de soutien. Je n'en connais pas d'autres. Tous les autres, ce sont des individus qui ploient sous la misère, auxquels on distribue 50 000, 100 000, 200 000, auxquels on donne... Vous savez, la culture en Guinée, pendant une campagne électorale, pour vous donner une anecdote, vous trouverez des citoyens qui ont pratiquement les gadgets de campagne de 10 candidats sur 12, ou pratiquement de l'ensemble des candidats. Chaque fois qu'un passe, il porte le t-shirt, il porte la casquette, il sort, il prend le sifflet, il siffle, pourvu qu'il se dise, voilà, j'ai participé à la campagne. En fait, les gens en font, c'est comme un plaisir. Mais il n'y a pas de conviction derrière. Et souvent, c'est quand on distribue de l'argent, ce qui s'est passé au Belvédère, mais c'est des dizaines de bus, des milliers de liasses d'argent qui ont été repartis. Moi, j'ai une belle-sœur qui a été embarquée à Tombolia contre 100 000 francs et un t-shirt. Voyez-vous? Alors, pour quelqu'un qui passe une semaine sans avoir 10 000 francs, quand vous le tendez 200 000 francs pour aller tuer sous le chaud soleil de Conakry, même en plein mars, il n'hésitera pas. C'est comme ça que ça se fait même aux réceptions du président Doumbouya.
Très bientôt, on va recevoir ici certainement le CERAG, peut-être à sa tête, je voulais dire, et bien le porte-parole même du gouvernement, si vraiment il accepte, on pourra l'inviter ici sur ce plateau pour en parler, pour discuter avec lui du gouvernement et même de l'IFDG. Merci, monsieur Joachim Baba Milimono. Si vous permettez, je profite Oui. de la présence de notre fédéral et de certains de nos responsables aux côtés de Akumba pour dire que nos militants, je dis bien nos militants, je ne dis pas ceux qui se disent militants, mais nos militants et sympathisants des États-Unis ne devraient pas permettre une telle bêtise. Voilà. Personne n'a le droit d'arborer le logo, les outils du parti pour parler à notre nom. Et je pense que le CERAG ne devait pas être le bienvenu aux États-Unis. Voilà, merci, monsieur Milimono Joachim Baba. Je rappelle qu'il est le directeur de la communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques du Guinée. Nous avons été très heureux de vous avoir ici. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Le plaisir est partagé. Voilà. Merci à tous et à toutes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je remercie voilà, comment on appelle, mes confrères d'ailleurs, je voudrais dire mes confrères. Sekou Keita, depuis Conakry, Ibrahim Sorilen Konsuma, depuis Conakry, Amadou Mbone, qui n'est pas à New Jersey aujourd'hui, mais qui est de l'autre côté des États-Unis, il est vers Oregon, voilà. Et Akumba Diallo, qui est à New York ici aujourd'hui, vous voyez, il a emprunté également son bonbonna, il a fait l'émission dans son bonbonna, bien sûr, je voulais le dire. Merci également à toutes les directions techniques, Dramé, qui est à Dakar, Sekou Kourouma, qui est du côté de Conakry, et bien Ibrahim qui est à Lyon et Ibrahim Sissé qui est à Washington. Merci de cette mobilisation. Et quant à moi, je vous reprends dans la prochaine édition. Merci. Thank you et bye bye.